Il existe une photographie qui n'a jamais été publiée. Elle date du 14 juillet 1981, prise quelque part entre Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr-l'École, dans une voiture banalisée de la production. On y voit Romy Schneider, 43 ans, le visage défait, les yeux vides, tenant une cigarette qu'elle n'a pas allumée. Elle vient d'apprendre que son fils est mort. 3 heures plus tôt. Empalé sur une grille de jardin. 14 ans. La photo n'a jamais circulé parce que le photographe de plateau, un certain Jean-Claude Sauer, l'a détruite le soir même. Il dira plus tard « Personne ne devrait voir une mère dans cet état ». David Christopher Obenstock. Né le 3 décembre 1966 à Paris, fils unique de Romy Schneider et d'Harry Meyen, acteur allemand tourmenté qui se pendra 13 ans plus tard. David portait le nom de son père, pas celui de sa mère. Comme si déjà, on avait voulu l'épargner du poids du mythe Schneider. Ça n'a servi à rien. Ce 14 juillet 1981, à 16h30 précise, impasse Henri Dardel à Saint-Germain-en-Laye, David grimpe sur le portail de la propriété de son ami Laurent Pétain. Un ballon est coincé de l'autre côté. Geste banal, geste d'enfant. Il glisse, tombe. Une pointe de la grille, forgée à l'ancienne, effilée comme une lance, lui transperce l'abdomen et sectionne l'artère fémorale. Il meurt en quelques minutes. Le SAMU arrive trop tard. Les pompiers aussi. Laurent Pétain, 13 ans, assiste à la scène. Il ne parlera jamais publiquement de ce qu'il a vu ce jour-là. Romy est à 20 km de là, sur le plateau de La Passante du Sans Souci, film de Jacques Rouffio. Elle joue une femme hantée par la mort de son fils. Le scénario a été écrit avant l'accident. On la prévient à 19h15. Elle hurle pendant 2 heures sans s'arrêter. Pour comprendre ce qui s'est brisé ce jour-là, il faut revenir au monde dans lequel ses enfants sont nés. Rosemarie Magdalena Halbach naît le 23 septembre 1938 à Vienne, dans une famille qui respire le cinéma comme d'autres respirent l'air. Sa mère, Magda Schneider, est l'une des stars les plus bankable du cinéma austro-allemand. Son père, Wolf Halbach-Reti, acteur autrichien célèbre, incarne sur scène l'aristocratie viennoise avec une aisance naturelle. Leur fille hérite du nom de scène maternelle, Schneider, un nom qui pèse déjà lourd. Magda Schneider a tourné sous le Troisième Reich, pas dans des films de propagande explicite, mais dans ces comédies musicales légères, aseptisées, qui servaient à distraire une population en guerre. Après 1945, personne ne lui pose trop de questions, elle continue sa carrière. Mais le passé reste là, en creux, comme une ombre portée. Romy grandit dans cet univers scindé. Le glamour des studios d'un côté, le silence embarrassé de l'autre. À 15 ans, en 1953, elle tourne Sissi sous la direction d'Ernst Marischka. Le film est un triomphe. 3 suites suivent entre 1955 et 1957. L'Europe entière tombe amoureuse de cette jeune impératrice d'Autriche, au sourire timide, à la taille de guêpe, à la silhouette de conte de fées. Romy déteste ce personnage. Elle le dira toute sa vie. Sissi m'a tué. Parce qu'après Sissi, on ne voit plus qu'elle. Parce qu'on attend d'elle qu'elle reste cette jeune fille sage, romantique, éternellement pure. Parce que le public austro-allemand refuse qu'elle devienne autre chose. En 1958, elle fuit. Elle rencontre Alain Delon au Festival de Cannes. Elle a 19 ans, lui 22. Ils s'aiment avec cette violence des amours impossibles. Ils se fiancent, déménagent à Paris. Tournent ensemble Christine en 1958, puis La Piscine 11 ans plus tard. Mais entre-temps, quelque chose se fissure. En 1963, Romy tombe enceinte. Les studios paniquent. Delon n'est pas encore une star internationale. Romy reste contractuellement liée à des films qui exigent qu'elle soit disponible, mince, marketable. On la pousse à avorter. Elle cède. Des années plus tard, elle confiera à un journaliste de Paris Match « Je n'ai jamais pardonné, ni à eux, ni à moi ». Delon et elle se séparent en 1964. Elle ne portera jamais son enfant. David naît 2 ans après cette rupture. Son père, Harry Meyen, est un acteur allemand au talent reconnu, mais au caractère instable. Meyen a survécu au camp de travail nazi en se cachant sous une fausse identité. Il en ressort avec des cicatrices psychiques profondes. Il boit, il est violent. Pas tout le temps, mais assez pour que Romy, dans ses carnets intimes publiés en 1989, évoque les nuits où je devais cacher David dans la salle de bain pour qu'il n'entende pas. Il se marie en juillet 1966.
David naît 5 mois plus tard, le 3 décembre, à la clinique du Belvédère à Paris. Poids 3,2 kg. Cheveux bruns. Yeux clairs. Il porte le nom de son père, Aubenstock, pas Schneider, comme si on avait voulu l'épargner. Romy et Harry divorcent en 1975. Mais avant cela, David vit une enfance éclatée entre Paris, la Normandie et l'Allemagne. Il voit sa mère travailler sans relâche. Entre 1966 et 1975, Romy tourne 16 films. Elle gagne environ 500 000 francs français par film, soit près de 150 000 € actuels. Elle achète une propriété en Normandie, un appartement rue de la Pompe à Paris. Elle entretient un train de vie qui exige qu'elle ne s'arrête jamais. David grandit dans l'ombre des plateaux. Il est décrit par les amis de la famille comme un enfant doux, rêveur, excellent en dessin. Il aime les animaux. Il dessine des chevaux. Il veut devenir vétérinaire. Mais il est aussi le fils d'une star dont le visage est sur toutes les couvertures, et d'un père qui sombre. En juillet 1979, David, 12 ans, passe l'été avec son père à Hambourg. Le 3 juillet, il rentre dans l'appartement. Il trouve Harry Meyen pendu dans le salon. La police conclut au suicide. Aucune lettre, aucun mot d'explication. David est placé sous le choc. Romy, effondrée, refuse de parler publiquement de la mort de Meyen. Elle se contente d'une déclaration brève à l'AFP. « Mon ex-mari était un homme tourmenté. Je prie pour qu'il trouve la paix. » David, lui, ne parle plus pendant des semaines. Sarah Magdalena Biasini naît le 21 juillet 1977 à Gassin, dans le Var. Son père, Daniel Biasini, a 27 ans. Il était le secrétaire privé de Romy avant de devenir son second mari. Elle a 38 ans. Leur union est rapide, passionnée, fragile. Ils se marient en décembre 1975, divorcent en septembre 1981. Entre les deux, ils ont Sarah. Mais Sarah naît dans un monde déjà en train de s'effondrer. Romy, à cette époque, boit. Elle prend des barbituriques prescrits par son médecin personnel, le docteur Paul Mabille. Elle dort mal. Elle pleure souvent. Elle tourne des films. Une histoire simple de Claude Sautet en 1978, La mort en direct de Bertrand Tavernier en 1980. Mais elle n'est plus là. Pas vraiment. Les témoignages de l'époque convergent. Romy était devenue une mère absente. Sarah grandit entre la Normandie et Paris. Elle a une nourrice, des grands-parents. Romy travaille. David, lui, a 11 ans quand Sarah naît. Il s'occupe parfois de sa petite sœur. Il lui dessine des animaux. Il lui lit des histoires. Puis vient juillet 1981. Sarah a 4 ans quand David meurt. Elle en a 5 quand Romy meurt. Elle ne se souvient de rien. Des années plus tard, en 2010, dans son livre La beauté du ciel, Sarah Biasini écrira « Je n'ai aucun souvenir conscient de ma mère. Aucun. Seulement des images de films, des photos dans des magazines, des récits que d'autres me racontent. C'est comme grandir avec le fantôme de quelqu'un que tout le monde connaît sauf toi. » 14 juillet 1981. Fête nationale. Paris est vide. Les bourgeois ont quitté la capitale pour la campagne. Saint-Germain-en-Laye, commune cossue des Yvelines, est silencieuse. Impasse Henri Dardel. David, 14 ans, passe l'après-midi chez son ami Laurent Pétain. Il joue au football dans le jardin. À un moment, le ballon passe par-dessus le portail. David grimpe pour le récupérer. Le portail est ancien, en fer forgé, avec des pointes décoratives effilées. Il glisse. La suite est rapide. Une pointe lui transperce l'abdomen. L'artère fémorale est sectionnée. Il y a du sang partout. Laurent Pétain appelle les secours en hurlant. Les pompiers arrivent en 8 minutes. Le SAMU en 11. Mais David est déjà inconscient. Il meurt à 16h47, selon le rapport médical. Romy est à Saint-Cyr-l'École, à 20 km. Elle tourne une scène de la passante du Sans-Souci. Dans cette scène, son personnage, Elsa Wiener, apprend la mort de son fils dans les camps nazis. Le scénario a été écrit en 1980, un an avant l'accident. Jacques Rouffio, le réalisateur, s'en souviendra plus tard. Quand on l'a prévenue, j'ai d'abord cru qu'elle jouait. Puis j'ai compris. On l'a fait monter dans une voiture de production. Elle arrive à Saint-Germain-en-Laye à 19h15. David est déjà à la morgue.
Les témoignages divergent sur ce qui se passe ensuite. Certains disent qu'elle s'est effondrée dans la voiture. D'autres qu'elle est restée debout, silencieuse, pétrifiée. Jean-Claude Brialy, ami proche, dira en 1990 « Elle a hurlé, pas des mots, juste un cri, pendant des heures ». Romy refuse de voir le corps. Elle refuse l'autopsie. Elle exige une inhumation immédiate. Le 16 juillet, 2 jours après l'accident, David est enterré au cimetière de Boissy-sans-Avoir, petit village de 400 habitants en Yvelines. Romy ne parle pas durant la cérémonie. Elle porte des lunettes noires. Elle tient la main de Daniel Biasini, son ex-mari. Mais elle ne pleure pas. Pas devant les autres. Sarah, 4 ans, n'est pas présente. Le 17 juillet, Romy retourne sur le plateau. Jacques Rouffio propose d'arrêter le tournage. Elle refuse. « Je dois finir », dit-elle. Elle est sous calmant. Elle dort 3 heures par nuit. Elle boit du whisky entre les prises. Michel Piccoli, qui joue à ses côtés, témoignera plus tard. Elle n'était plus là. Elle récitait son texte comme un automate. Le film sort en avril 1982. C'est un échec commercial. Mais la performance de Romy est troublante. Dans certaines scènes, son regard n'est plus du jeu. C'est une mère brisée, qui achève son propre film. Pendant ce temps, sa vie privée se désintègre. Elle divorce officiellement de Daniel Biasini en septembre 1981. Elle abandonne Sarah chez les grands-parents Biasini, dans l'Yonne. Elle ne la voit presque plus. Les biographes parlent d'une incapacité psychique à materner après la mort de David. Sarah grandira loin de sa mère, protégée du chaos. Romy, elle, rentre à Paris. Elle vit seule dans son appartement du 21 rue de la Pompe, un immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Elle ne sort plus. Elle ne répond plus au téléphone. Elle boit. Elle prend des barbituriques en doses croissantes. Le docteur Mabille continue de lui prescrire des médicaments malgré les alertes de l'entourage. En janvier 1982, elle tente de se suicider. C'est une amie, la costumière Anne-Marie Marchand, qui la trouve inconsciente dans sa baignoire. Hospitalisation discrète. Aucune presse. Romy ressort 3 jours plus tard. Elle ne retournera jamais sur un plateau. Un samedi. Paris est ensoleillé. Romy passe la soirée du vendredi 28 mai avec quelques amis. Elle semble calme. Elle rit même, pour la première fois depuis des mois. Elle raccompagne tout le monde vers 23 heures. Elle dit « à bientôt ». Le lendemain matin, à 7 heures, sa femme de ménage, Madame Carrière, arrive rue de la Pompe. Elle trouve Romy effondrée sur le canapé du salon. Elle appelle les pompiers. Ils constatent le décès à 7h22. Cause officielle, arrêt cardiaque. L'autopsie révèle une cirrhose hépatique avancée, cohérente avec des années d'alcoolisme, et des traces de barbiturique dans le sang. Les doses ne sont pas létales, mais combinées à l'alcool et à l'état général de Romy, elles ont suffi. Le médecin légiste, dans un rapport non publié, mais cité par Alain Delon en 2018, parle de suicide passif. Romy ne s'est pas tuée activement, elle s'est laissée mourir. Elle avait 43 ans. Sarah en avait 4 ans et 10 mois. Sarah Biasini grandit dans l'Yonne, chez son père Daniel et sa nouvelle compagne. Scolarité normale, pas de privilèges, pas de projecteur. Daniel Biasini refuse toutes les interviews. Il élève sa fille loin du mythe Schneider. Elle porte son nom à lui, Biasini, pas Schneider. Comme David, avant elle, avait porté Obenstock, comme si le nom était maudit. Sarah découvre qui était sa mère à travers les films. Elle regarde la piscine à 12 ans. Elle pleure. Elle regarde une histoire simple à 15 ans. Elle comprend. Mais elle ne se souvient de rien. Aucun câlin, aucune berceuse, aucune voix. Elle étudie au Conservatoire de Paris dans les années 1990. Personne ne fait le lien. Elle commence une carrière théâtrale en 2000 à 23 ans. Elle joue des seconds rôles. Elle refuse les interviews. Elle refuse de parler de Romy. Pendant 8 ans, elle construit une vie à elle, loin de l'ombre maternelle. Puis, en 2008, elle accepte de participer à un documentaire Arte, Romy Schneider à fleur de peau. C'est la première fois qu'elle parle publiquement de sa mère. Elle dit « Je ne la connaissais pas. Je connais une actrice. Je ne connais pas une mère. » En 2010, elle publie La beauté du ciel, récit autobiographique où elle raconte cette enfance sans souvenir, cette adolescence construite sur du vide,
cette quête d'une femme qu'elle n'a jamais eue. Le livre est un succès critique. Sarah devient, malgré elle, l'héritière publique de Romy Schneider. Mais elle refuse le piège. Elle ne joue pas Romy dans les biopics. Elle ne prête pas son nom à des marques. Elle ne capitalise pas sur l'héritage. Elle se marie distraitement en 2014 avec Gilles Lefebvre, homme d'affaires inconnu du public. Ils ont un fils en 2017, prénom jamais révélé. Elle a rebâti une vie normale, une vie loin du nom. David, lui, reste figé à 14 ans. Il n'a pas vieilli. Il n'a pas eu de carrière, il n'a pas eu d'enfant. Il est resté ce garçon qui aimait dessiner des chevaux, qui voulait devenir vétérinaire, qui a trouvé son père pendu à 12 ans et qui est mort empalé sur une grille à 14. Il est enterré à Boissy-sans-Avoir, dans un petit cimetière de campagne. Sa tombe est à côté de celle de Romy. Des fans viennent toujours y déposer des lettres. Certaines sont adressées à Romy, d'autres à David. Elles disent des choses comme « Vous êtes réunis maintenant » ou « Pardonnez-nous de vous avoir oublié ». Il n'y a aucune plaque commémorative sur le lieu de l'accident. La propriété de l'impasse Henri Dardel a été revendue 3 fois depuis 1981. Le portail a été remplacé en 1995 par un modèle moderne, sans pointe. Aucun panneau n'indique qu'un enfant est mort là. La famille Pétain n'a jamais été poursuivie. La mairie de Saint-Germain-en-Laye a nié toute responsabilité sur la dangerosité du portail. L'affaire a été classée sans suite. Accident domestique. Personne à blâmer. Juste un enfant qui grimpe, qui glisse, qui meurt. Juste ça. Puis il y a le troisième, l'enfant fantôme. Celui de 1963. Celui qu'elle attendait d'Alain Delon. Celui que les studios ont effacé avant qu'il ne naisse. Cet enfant n'a jamais eu de prénom. Pas de date de naissance. Pas de tombe. Mais Romy en a parlé. En 1976, dans une interview à Stern, magazine allemand, elle déclare « On m'a volé mon premier enfant. Je ne l'ai jamais pardonné. » Elle ne donne pas de détails. Mais la phrase reste. Alain Delon, lui, en reparle en 2018, dans un documentaire diffusé sur France 3. Il dit « Elle ne s'en est jamais remise, jamais. Même après David, même après Sarah. Il y avait cet enfant qu'elle n'avait pas eu. Ça l'a rongé. Cet enfant n'a pas porté de nom, mais il a porté un poids. Aujourd'hui, Sarah Biasini a 47 ans. Elle vit à Paris avec son mari et son fils. Elle joue encore au théâtre, de temps en temps, dans des productions confidentielles. Elle ne fait plus d'interviews. Elle ne parle plus de Romy. Elle a fermé cette porte. Son fils, dont le prénom n'a jamais été révélé, porte le sang Schneider sans le nom. Il est le petit-fils d'une icône qu'il ne connaîtra jamais que par les écrans. Il est l'arrière-petit-fils de Magda Schneider, star du cinéma nazi. Il est le neveu d'un garçon mort à 14 ans sur une grille de jardin. Mais il porte le nom de son père, Lefebvre. Comme si, encore une fois, on voulait l'épargner. Il existe une dernière photographie. Elle date de mai 1982. Plateau de la passante du Sans Souci. Romy est assise sur une chaise en bois, entre deux prises. Elle regarde ailleurs. Pas la caméra, pas l'équipe. Ailleurs. Le photographe de plateau, Jean-Claude Sauer, le même qui a détruit la photo du 14 juillet 1981, a capturé ce moment. Dans cette image, Romy n'est plus une actrice. Elle est une mère qui a perdu son fils. Elle est une femme qui achève son propre film. Elle joue une scène où son personnage apprend la mort de son enfant. Mais ce n'est plus du jeu. C'est une blessure ouverte, filmée en 35 mm, diffusée dans les salles obscures 6 mois après sa propre mort. Le film s'ouvre sur cette phrase, tirée d'un poème de Paul Celan. « La mort est un maître venu d'Allemagne ». Romy la prononce à l'écran. Puis elle rentre chez elle, rue de la Pompe, et elle meurt. L'histoire des 3 enfants Schneider n'est pas seulement celle d'une tragédie familiale. C'est celle d'un nom trop lourd à porter. David a porté Obenstock pour échapper à Schneider. Il est mort à 14 ans. Sarah a porté Biasini pour échapper à Schneider. Elle a survécu en devenant quelqu'un d'autre. L'enfant fantôme n'a jamais porté de nom. Il n'a jamais existé que comme une absence. Et Romy, elle, a porté Schneider jusqu'à ce que ça la tue. Parce que Schneider, ce n'était pas juste un nom de famille. C'était Sissi. C'était le passé nazi de Magda. C'était les paparazzi qui la traquaient à chaque coin de rue. C'était l'attente d'un public qui voulait qu'elle reste éternellement jeune, éternellement belle, éternellement intacte. C'était un fardeau. Et ce fardeau, elle l'a porté seule.
jusqu'au 29 mai 1982, jusqu'à ce que son cœur s'arrête dans un appartement vide du 16e arrondissement, jusqu'à ce que le mythe Schneider devienne un fantôme. Aujourd'hui, la tombe de Romy Schneider à Boissy-sans-Avoir est l'une des plus visitées de France. Des milliers de gens viennent chaque année déposer des fleurs, des lettres, des photos. Ils pleurent une actrice qu'ils n'ont jamais connue. Ils pleurent une icône qui n'existe plus que par les films. À côté de sa tombe, celle de David. Moins de fleurs, moins de visiteurs, mais quelques lettres, parfois, laissées par des anonymes. Elles disent « Repose en paix, petit prince ». Sarah, elle, ne vient jamais. Elle a construit sa vie ailleurs, loin du nom, loin du mythe, loin de Schneider. Et c'est peut-être la seule façon de survivre à un nom pareil.